Donc, dans un premier temps, on va avoir une phase de présentation sur les aspects reprise, visite médicale et un point sur l'aspect prévention et accompagnement de notre service. Et ensuite, on répondra à vos questions. Donc, pour vos questions, on va vous demander de les poser via l'outil de chat qu'on a. Vous avez un petit onglet Converser où vous pourrez nous poser vos questions au fur et à mesure donc, que vous en avez, vous nous les posez. Et à partir du moment où on sera sur le temps d'échange, on répondra à chacune de vos questions du mieux possible. Pour ceux qui auraient des difficultés un peu à nous entendre ou autre, s'il y a des problèmes de connexion, le webinaire sera mis à disposition en replay sur notre site internet prochainement pour que vous puissiez le revisionner s'il y avait des problématiques ou autres d'affichage. Donc voilà. Est-ce que vous nous entendez bien déjà, pour être sûr? Oui. Oui, parfait. Bon, bah, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la main à Edline sur la première partie. Et puis, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, à utiliser l'outil chat et on y répondra tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Edline Mettet, donc je suis la juriste de votre service de santé au travail. Donc effectivement, je vais vous présenter la première partie qui sera dédiée aux modalités et à l'organisation du suivi des salariés. Et puis après, je laisserai la main à mon collègue, monsieur Fabrice Perbet, pour la partie relative à l'aspect prévention. Alors, vous allez voir apparaître le sommaire normalement, ou pas. Mais normalement, oui. Donc voilà, ça va se dérouler sur… on va faire un premier point sur l'urgence sanitaire et l'adaptation des délais de visite qui est possible depuis le décret du 8 avril 2020. Et puis, on fera également un point sur l'organisation et le suivi médical spécifique qui a été mis en place par la PST 41 pour les salariés en arrêt de travail pendant le confinement. Donc, on va commencer tout de suite par le premier point qui concerne le décret donc, du 8 avril 2020 qui reporte certains délais de visite afin de soulager notamment les services de santé au travail, mais également pour permettre que les employeurs ne soient pas en défaut si les visites ne sont pas réalisées dans les délais. Ce décret permet également de prioriser par ailleurs le suivi de certains salariés. Donc, à noter que le texte était applicable immédiatement après sa parution. Néanmoins, pendant la période de confinement, les demandes de visite auprès de nos services étaient plutôt limitées. Donc, on a continué à répondre à toutes les sollicitations sans utiliser les reports prévus dans le décret. Donc, avec la reprise des entreprises, l'activité commence à se tendre. Donc, c'est vrai que là, on voit qu'effectivement, on commence à être assailli de demandes et donc, on va être susceptible de mettre en place les mesures qui vont vous être présentées là assez rapidement. Donc, le décret du 8 avril 2020 modifie la date de réalisation de certaines visites devant être effectuées entre le 12 mars et le 31 août 2020, ce qui laisse quand même du délai et donc reporte leur exécution au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, une première partie qui va concerner les suivis initiaux et périodiques. On va retrouver dans le tableau à gauche les visites qui peuvent faire l'objet d'un report et à droite, les visites qui doivent obligatoirement être réalisées dans les délais prévus. Donc, sur la partie gauche, on va retrouver tout ce qui est visite d'information et de prévention initiale, ce qu'on appelait avant les visites d'embauche. Donc, pour les salariés en suivi individuel, donc pour les salariés pour lesquels il n'y a pas de risque particulier déclaré par l'employeur. Alors, je suis désolée, il y a des gens qui ne voient rien, a priori. Il y a de l'écho. Et il y en a qui ont un écran noir. Alors, moi, la vidéo passe. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Non, moi je vois correctement. Par contre, il y a du bruit, il y a énormément de bruit. Oui, alors je pense qu'il faut couper les micros de certaines personnes. On va faire un mute automatique. Voilà, on va faire des… Voilà. Donc, je continue ma présentation. Donc, je disais qu'effectivement, les visites qui pouvaient être reportées. Pardon, j'étais en
en muet. Je continue ma présentation, je disais, et donc les visites qui peuvent être reportées, ce sont les visites d'information et de prévention initiale pour les salariés qui sont en suivi individuel hors risque, donc pour lesquels il n'y a pas de risque particulier. On va également retrouver les visites d'information et de prévention périodiques. Donc là, c'est pareil, ça concerne plutôt les salariés où il n'y a pas de risque particulier, mais également tout ce qui est suivi périodique pour les salariés qui sont en suivi individuel renforcé. Donc, c'est les salariés pour lesquels l'employeur a déclaré un risque, par exemple une exposition à l'amiante, un salarié qui a une autorisation de conduite. Voilà, on va retrouver les salariés qui sont exposés aux agents biologiques, aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Donc voilà, avec des expositions spécifiques. Pour les visites qui ne peuvent pas faire l'objet d'un report, on va retrouver les visites d'information et de prévention initiale pour les salariés qui sont en suivi individuel adapté. Donc ça va concerner plus précisément les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité, les femmes enceintes, les travailleurs de nuit et ceux qui sont exposés aux champs électromagnétiques. Donc normalement, pour tout cela, la visite doit avoir lieu. Alors, pour les travailleurs handicapés, les femmes enceintes et les travailleurs titulaires d'une pension d'invalidité, la visite, elle doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la prise de poste. Et pour tous les autres, c'est normalement avant l'embauche. On va également retrouver dans les visites qui ne peuvent faire l'objet d'aucun report les examens médicaux d'aptitude à l'embauche pour les salariés qui sont déclarés en suivi individuel renforcé. Et puis également tout ce qui est examen médicaux d'aptitude périodique pour les salariés exposés au rayonnement ionisant catégorie A. Et là, vous serez dans la majorité pas concernés puisque c'est plutôt pour les salariés des centrales ou éventuellement ceux qui sont dans un service de radiologie. Il est important de noter que même si la visite est reportée, l'embauche peut tout de même avoir lieu, puisque ça, c'est bien indiqué dans le texte. Normalement, il n'y a pas de difficulté à valider l'embauche du salarié. On va passer ensuite aux visites de reprise. Les visites de reprise, ce sont les visites qui ont lieu après un congé maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, et là, il n'y a pas de délai. Peu importe la durée de l'arrêt. Et après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Donc normalement, cette visite doit avoir lieu dans les 8 jours qui suivent la reprise effective. Donc là, il est prévu dans le décret 3 cas de figure. Alors je suis désolée, les textes déjà sur les visites médicales sont techniques, mais alors en plus là, le décret surajoute à la technicité et c'est pas simple. Donc pour les salariés en suivi individuel adapté, il est prévu que la visite se fasse avant la reprise effective. Donc depuis des années, on vous dit qu'on ne peut pas vous voir les salariés avant la reprise. Et là, effectivement, ce décret le permet uniquement pour les salariés mentionnés. Donc cette visite, elle n'aura pas lieu 3 semaines avant la reprise, mais voilà, on va se limiter à quelques jours avant la reprise. Donc dans la semaine qui précède, je pense que c'est la bonne alternative. On va aussi retrouver les salariés qui seraient en suivi individuel renforcé. Et là, nous, on aura 1 mois pour faire cette visite de reprise. Et on va également retrouver dans la dernière colonne sur la droite, on va retrouver tous les salariés qui ne sont pas exposés à des risques spécifiques. Et là, normalement, on aura 3 mois pour faire la visite de reprise. Donc, il faut savoir que le report ne fait pas non plus obstacle à la reprise du travail. On va ensuite passer aux visites de pré-reprise. Voilà. Donc, pour information, ces visites, ce sont les visites qui sont organisées pendant l'arrêt de travail à l'initiative du médecin conseil de la sécurité sociale, du salarié ou du médecin traitant. L'objectif étant de favoriser le maintien d'emploi du salarié concerné et de prévoir éventuellement, si besoin, des aménagements de poste ou une adaptation. Donc, il est prévu que le médecin du travail ne sera pas tenu d'organiser la visite de pré-reprise lorsque cette visite devra intervenir avant le 31 août. Donc, effectivement, le médecin aura la latitude pour ne pas les réaliser et néanmoins, s'il le souhaite, il pourra quand même la maintenir. Ça sera à son appréciation. Ensuite, pour les visites occasionnelles ou visites à la demande, les 2 noms sont possibles. Il n'y a pas de modification. Elles sont toujours possibles à tout moment, bien sûr, sauf pendant l'arrêt de travail pour les salariés qui le nécessitent. Donc, c'est à la demande soit du médecin du travail, soit du salarié, soit de l'employeur.
Donc, à noter que lorsque la visite médicale est reportée, il y a une information qui est faite, bien sûr, par nos services à l'employeur et aux salariés. Par ailleurs, il appartient au médecin de juger de l'opportunité de réaliser une visite pouvant être reportée. Le médecin fondera alors son appréciation sur ses connaissances concernant l'état de santé du salarié, les risques liés à son poste, voire se rapprochera du salarié pour avoir un échange avec lui si c'est nécessaire. Ensuite, on va passer donc à la slide suivante qui va concerner les modalités de visite qui ont bien sûr évolué en raison de la pandémie. Donc, malgré les mesures de déconfinement annoncées par le gouvernement et afin de limiter la propagation du virus, les visioconsultations sont et resteront la règle jusqu'à nouvel ordre. Donc, conformément aux instructions de notre ministère de tutelle, ces visites donnent lieu à la délivrance d'une fiche de visite, donc attestation de suivi, avis d'aptitude ou autre, et des examens complémentaires pourront être réalisés dans un second temps en physique si cela est nécessaire, afin que le salarié viennent dans nos locaux pour réaliser soit un audiogramme, soit un examen visio. Je pense par exemple à des salariés qui sont caristes. Voilà, il y a des examens normalement qui sont liés à la visite. Et donc là, effectivement, par visioconsultation, c'est impossible. Donc il peut arriver que le médecin demande à revoir le salarié pour faire ces examens. Mais il n'y aura pas de reconvocation systématique. Par exception, il est également envisageable que certaines visites, si elles ne peuvent être reportées, soient réalisées par téléphone. Donc ça, c'était une vraie demande des médecins, puisque tous les salariés ne sont pas dotés des outils informatiques nécessaires pour faire la visioconsultation. Donc effectivement, on a eu l'accord pour pouvoir faire des visites par téléphone, à condition que le médecin se soit assuré que l'examen ne soulève pas de problème particulier nécessitant un examen physique et qu'aucune solution de téléconsultation ne soit disponible. Donc effectivement, suite à cet entretien, le médecin pourra remettre une attestation de suivi ou une fiche d'aptitude au salarié et à l'employeur. Et les visites ne feront pas, bien sûr, l'objet d'une reprogrammation systématique, sauf si le médecin l'estime nécessaire. Enfin, si la visite ne peut être reportée et que la situation l'exige, le salarié pourra être reçu en présentiel dans les locaux habituels, Blois, Vendôme, Romorantin ou Contre, en fonction de l'implantation géographique de votre structure. Et dans ce cas, l'entreprise sera informée des précautions à prendre et le salarié ne sera reçu que s'il ne présente aucun symptôme à son arrivée. Voilà pour les nouvelles modalités de visite. En ce qui concerne maintenant le suivi spécifique des salariés arrêtés pendant le confinement, donc effectivement, on a décidé de mettre en place un fonctionnement particulier. Certains d'entre vous ont peut-être reçu un mail pour les informer de la mise en place du dispositif. En fait, la démarche, elle était d'être proactif sur le sujet, d'informer en premier déjà les entreprises qu'il n'y aurait aucune visite de reprise pour les salariés qui ont bénéficié des arrêts garde d'enfants, personnes vulnérables ou proches personnes vulnérables durant le confinement. Car effectivement, d'un point de vue médical, ça ne se justifie pas, les salariés n'ont pas été malades. Et le deuxième point, c'était de mettre en place un dispositif spécifique pour organiser le retour dans l'entreprise de certaines personnes considérées comme vulnérables ou qui pouvaient être contaminantes si éventuellement elles avaient eu le virus ou elles avaient été suspectées de l'avoir eu. Donc l'objectif était de s'assurer que l'état de santé des salariés était compatible avec une reprise de l'activité professionnelle et éviter la propagation du virus. Donc, il vous a été demandé de nous fournir la liste des personnes concernées avec leurs coordonnées, afin qu'une infirmière prenne contact avec chaque salarié et qu'une régulation médicale puisse être opérée. Donc, l'infirmière, ensuite, quand elle contacte le salarié, elle suit un questionnaire qui a été mis en place par les médecins et en fonction des éléments qui lui sont fournis, oriente le salarié ou non vers le médecin du travail. Donc, il n'y a donc pas systématiquement de visite déclenchée et si aucune consultation n'est effectuée par le médecin du travail, cela signifie que le salarié peut reprendre normalement son activité professionnelle. Enfin, on va évoquer, je ne sais pas si, oui, c'est bon, le slide est passé. Vous avez peut-être entendu parler des nouvelles missions qui ont été confiées au service de santé au travail dans le cadre d'une ordonnance du 1er avril 2020 et d'un décret qui est paru lundi.
Donc, la première chose, c'est la possibilité pour les médecins du travail de faire des arrêts de travail pendant la période de pandémie. Donc, le médecin, effectivement, pourra prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection Covid-19. Donc, c'est un arrêt de travail qui sera fait comme un arrêt de travail d'un médecin généraliste sur un modèle CERFA, le même. Et donc, effectivement, le salarié pourra donc être arrêté par le médecin du travail dans ce cadre, uniquement dans ce cadre, en cas de suspicion ou en cas d'infection. Donc, l'avis sera transmis par le médecin au salarié et à l'employeur, et ensuite, le salarié l'adressera dans un délai de 48 heures à l'organisme d'assurance maladie dont il relève. Et la deuxième possibilité également qui va s'offrir aux médecins, c'est de faire des déclarations d'interruption de travail sur papier libre. Donc en fait, c'est le pendant de ce qui se fait par les médecins généralistes pour les certificats d'isolement. Donc ça concerne les salariés qui sont considérés comme personnes vulnérables, mais également le salarié qui partage le même domicile qu'une personne vulnérable. Et donc effectivement, dans ce cadre-là, le médecin du travail transmettra une déclaration d'interruption de travail au salarié, et le salarié l'adressera à son employeur afin qu'il soit passé en activité partielle. Donc il n'y aura pas de délai de mentionner sur ce document, puisque normalement il est prévu qu'un décret lève la mesure d'isolement quand la pandémie sera terminée. Et le dernier point, ça concerne les tests de dépistage, puisque cette ordonnance du 1er avril prévoit également que le médecin pourra procéder à des tests de dépistage du Covid-19. Alors aujourd'hui, on n'a aucune précision sur les modalités d'application. Néanmoins, il semblerait que le gouvernement ait abandonné cette idée, et il ne serait donc plus question d'autoriser les services de santé au travail à réaliser ces tests. Donc à suivre, quand on aura des informations sur le sujet, si on en a surtout, on ne manquera pas de vous en informer. Je laisse maintenant la main à Fabrice Perbet pour la présentation de la partie prévention, et après, je répondrai à vos éventuelles questions sur les visites. Merci Evelyne pour ta présentation. Donc, je vais prendre le relais sur les éléments prévention. On a décidé de faire un focus dans un premier temps sur le document unique, et après sur toute, entre guillemets, l'offre de prévention qu'on peut être amené à vous proposer, vous, entreprises, pour vous accompagner dans cette période. Donc, par rapport au document unique, on a voulu, dans un premier temps, un peu rappeler l'aspect réglementaire, hein, qui est en lien, de toute manière, un peu avec l'actualité également. C'est que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs. Donc, du fait de cette obligation qui est fixée par le Code du travail et d'information sur les risques auxquels peuvent être confrontés vos salariés, une évaluation des risques professionnels doit être mise en place dans chaque structure et entreprise d'au moins d'un salarié, afin de pouvoir répertorier ces risques et informer, les évaluer et informer votre personnel des risques auxquels ils peuvent être confrontés. Ce document unique est actualisé une fois par an à minima, ou en fonction de modifications organisationnelles ou des conditions de travail au sein de votre structure. Et plus particulièrement dans le contexte du Covid-19, cette mise à jour du document unique est nécessaire, et elle a été recommandée par les ministères en charge du travail et de la santé, que justement ce risque biologique, ce risque d'exposition au coronavirus soit intégré dans chaque document unique, afin de pouvoir procéder à son évaluation et surtout mettre en place des mesures de prévention qui puissent être adaptées pour pouvoir limiter au maximum le risque de transmission de ce virus au sein de votre entreprise et entre vos salariés. Donc, par conséquent, cette mise à jour du document unique en lien avec le Covid-19 implique de devoir analyser de nouveau les situations de travail auxquelles sont confrontés vos collaborateurs, en intégrant les recommandations gouvernementales, et de pouvoir les adapter à votre entreprise.
Quand on parle de recommandations gouvernementales, on parle justement des fameux gestes barrières qui sont évoqués, de l'appel massif qui avait été mis en place par le gouvernement à essayer de faire en sorte au maximum de mettre en place le télétravail pour les personnes qui pouvaient télétravailler pour essayer de limiter le nombre de personnes présentes sur site. Donc, on parle de recommandations gouvernementales par rapport à cela. Donc, ça implique forcément de devoir réanalyser chacune des situations de travail et de pouvoir justement, dans ces situations de travail, pouvoir identifier les situations dans lesquelles ce risque de transmission du Covid-19 peuvent être réunis. Donc, avec ce fameux être en contact avec des surfaces pouvant être contaminées, travailler en contact d'une personne suspectée Covid ou d'être à une distance de moins d'1 mètre sans port de masque, sans savoir si la personne en face est porteur ou non du virus. Donc, il y a plusieurs conditions de transmission qui ont été élaborées. Je vous présenterai l'annexe sur laquelle on a travaillé pour pouvoir justement vous aider à actualiser votre document. Mais ce qui est important aussi à prendre en compte par rapport à cette actualisation du document unique, effectivement, il y a le risque biologique parce que c'est le risque lié au Covid, mais il faut également prendre en compte tous les nouveaux risques qui sont, entre guillemets, générés par le fonctionnement, ce qu'on appelle de crise, mis en place dans les entreprises avec justement, il y a eu des aménagements de locaux pour faire en sorte de pouvoir respecter cette distanciation sociale. Dans les open space, il y a un certain nombre de mètres carrés qui doit être disponible pour chaque personne et ça oblige à avoir des distances entre chaque salarié qui entraîne de nouveaux risques qui n'étaient pas forcément présents au sein de votre entreprise, comme l'aspect télétravail qu'on évoquait tout à l'heure ou l'affectation sur de nouveaux postes. Donc, ce qui est important dans cette actualisation, c'est de prendre en compte effectivement le risque biologique, mais également tous les risques annexes qui peuvent être associés au nouveau fonctionnement qui est mis en place dans l'entreprise pour faire face à cette crise sanitaire que nous traversons. Dans ce contexte, l'évaluation des risques, donc, elle est indispensable et elle doit être retranscrite dans votre document unique. Et surtout que vous puissiez mettre en avant toutes les mesures de prévention que vous mettez en place au sein de vos structures pour pouvoir faire en sorte de minorer au maximum ce risque et surtout que ces mesures de prévention soient portées à la connaissance de vos salariés pour qu'il y ait une pleine application de ces dernières. Parce qu'il y a certaines recommandations sur le respect des gestes barrières. On est beaucoup sur de l'information et de la sensibilisation des salariés à ces fameux gestes barrières. Et ça fait partie de mesures de prévention qui peuvent être mises en place au sein de votre structure, comme via de l'affichage ou autre. Donc, on va rentrer dans le détail après par rapport à l'annexe qu'on a essayé de créer pour justement vous aider à pouvoir évaluer correctement le risque lié au Covid-19. Et ce qui est important aussi, c'est que votre organisation a sûrement dû changer au sein de votre entreprise du fait du Covid-19. Donc, cette évaluation des risques doit être en constante adaptation par rapport aux mutations ou nouvelles organisations que vous êtes en train de mettre en place au sein de votre structure pour avoir une évaluation des risques qui soit la plus précise et la plus adaptée à votre situation individuelle. Donc, par rapport à cela, on a fait une communication courant avril avec justement une petite aide à l'élaboration et à la mise à jour de votre document unique portant sur cet aspect Covid-19. Donc, je vais vous partager à l'écran, j'espère que ça va être visible pour tout le monde, l'annexe qu'on vous propose, qui est une proposition justement de travail qui pourra être adapté à votre entreprise, bien sûr. Ce qu'on a essayé de faire dans ce document déjà un petit peu pré-rempli, c'est de pouvoir vous identifier des situations de travail à risque en vous fournissant une liste qui est non exhaustive. Et surtout, on a décidé de classer ces risques en 2 catégories. Donc, le risque biologique que j'évoquais tout à l'heure, qui est un risque très important, mais également un risque psychosocial qui peut être lié justement à tout ce qui est télétravail avec la conciliation vie perso et vie professionnelle, le manque de lien social avec l'entreprise du fait d'être en télétravail depuis un moment, l'incertitude qui peut être liée au contexte actuel ou le maintien de l'activité avec effectif réduit ou des horaires de travail modifiés. Et par rapport au risque biologique, on a identifié certaines situations de travail à risque comme le contact avec une personne susceptible d'être contaminée,
le contact direct avec une personne à moins d'1 mètre entre salariés, le fait d'être en contact avec des produits, objets ou surfaces pouvant être contaminés, la difficulté à se laver très souvent les mains, qui est une des mesures barrières pour essayer d'éviter, et tout ce qui est l'hygiène et alimentation, donc tout ce qui est mis en place dans les locaux sociaux pour éviter de ne pas mettre à disposition des revues, parce qu'on sait que si c'est manipulé par plusieurs personnes, ça peut être porteur au niveau du virus. Tout ce qui est l'adaptation au niveau aussi des restaurants d'entreprise avec peut-être des horaires décalés, que les personnes ne mangent pas l'une en face de l'autre, mais sur des tables séparées. Donc voilà, il y a plusieurs organisations qui peuvent être mises en place. L'idée étant de pouvoir après annexer dans ce document tout ce qui est mis en place. Et surtout, on vous a également fourni un listing des mesures de prévention qui pourraient être mises en place. Pareil, on est sur une liste qui est non exhaustive et vous avez sûrement d'autres actions que vous pouvez mettre en place en fonction des situations de travail à risque qu'on a pu identifier. De toute manière, ce document, vous le retrouverez, cette annexe, sur notre site APST. Et si vous avez besoin, de toute façon, n'hésitez pas à nous poser des questions suite à ce webinaire. Et nos équipes sont là pour vous accompagner justement à mettre à jour ce document. Je vais reprendre notre présentation. Donc, par rapport à cette annexe, on l'a séquencé en 3 grandes parties. Donc, l'identification des situations de travail que je vous ai développé tout à l'heure pour identifier les conditions de transmission du virus. Un deuxième aspect où vous allez évaluer la gravité et sa fréquence. On est parti au niveau de la gravité, au niveau de l'APST, sur une gravité la plus élevée, parce qu'on peut être potentiellement sur un risque de décès par rapport au Covid-19. Et surtout, ce qui est important à mettre en exergue et en valeur au sein de votre document, c'est toutes les mesures de prévention, qu'elles soient humaines, techniques ou organisationnelles, que vous mettez en place au sein de votre structure. Humaine, on parle de tout ce qui est formation, sensibilisation des salariés par rapport au Covid. Technique, ça peut être tout ce qui est moyens et barrières, on va dire immatérielles, pour pouvoir assurer cette distanciation sociale au niveau des salariés avec l'organisation et avec une organisation spécifique mise en place, et organisationnelle par rapport à tout ce qui est télétravail, la réorganisation au sein des bureaux, les horaires décalés de prise de poste pour éviter qu'il y ait un nombre trop important de personnes s'il y a une badgeuse devant la badgeuse en même temps, l'accès au vestiaire réduit, enfin une personne par une personne. Enfin voilà, ça peut être des mesures qui permettent de pouvoir éviter justement ces conditions de transmission du Covid-19. En plus de cet élément sur le focus que je viens de faire sur le document unique qui est important par rapport à votre actualisation par rapport au Covid-19, il y a tout ce qui est aussi conseil en prévention en EPI auquel nos équipes au sein de la PST sont à votre disposition justement pour vous conseiller dans le meilleur choix en termes d'équipement de protection par rapport au Covid, et également vous fournir des conseils sanitaires et des recommandations sur l'organisation du travail. On prend beaucoup appui et on diffuse le plus possible auprès de nos adhérents tout ce qui est fiches métiers aussi, qui ont été élaborées par le ministère du Travail par secteur d'activité. Donc, en fonction de certains secteurs d'activité, le ministère du Travail a créé des fiches qui permettent de recenser les bonnes pratiques, entre guillemets, les mesures à mettre en œuvre pour faire face à la situation actuelle. Nous participons, que ce soit l'équipe prévention ou nos équipes médicales, au CSE, au sein des entreprises, pour vous aider dans cette période à trouver la meilleure organisation, que ce soit en visio ou en présentiel. Et également des livrets qu'on a pu mettre à disposition et que vous retrouverez sur notre site, le guide pour la reprise d'activité ou le livret sur les mesures à respecter dans le contexte du Covid à destination des salariés. Sachant que beaucoup de documents peuvent être personnalisables, qui ont été envoyés en format Word, que vous pouvez adapter après à votre contexte actuel. Donc voilà, nos équipes sont là pour vous conseiller, vous fournir un accompagnement par rapport à cette pandémie. De plus, on a également créé une cellule d'accompagnement psychosocial. Donc, elle est constituée d'une assistante sociale et d'une psychologue clinicienne. Elles sont là, en fait, c'est un dispositif d'écoute et d'accompagnement psychologique et social pour vos salariés, pour les aider à gérer au mieux
les difficultés qui peuvent résulter de cette crise sanitaire. Donc, pour vous donner quelques exemples, on a des demandes qui nous sont parvenues parce qu'on avait des salariés qui avaient peur ou qui étaient anxieux pour retourner sur leur lieu de travail du fait du Covid-19. Donc, ces personnes ont été mises en relation soit avec notre assistante sociale ou notre psychologue, justement pour pouvoir les aider, leur fournir une écoute et un accompagnement pour leur permettre de reprendre dans de bonnes conditions leur activité. Ça peut être aussi lié à des problèmes d'addiction qui ont pu être développés dans le cadre du confinement, parce qu'on ne réagit pas forcément tous de la même manière, donc on peut être là, ou des comportements inadaptés ou l'impact sur la vie familiale et conjugale. Donc, l'idée de cette cellule, voilà, c'est d'être au plus près de vos salariés pour répondre au mieux à leurs demandes et leur fournir un accompagnement personnalisé par rapport à des difficultés qui pourraient résulter justement de la crise actuelle. Donc, sur le support, vous retrouvez les adresses mail de nos 2 professionnels de santé. Toute demande d'intervention de ces 2 experts est bien sûr soumise à validation du médecin du travail référent de l'entreprise pour qu'il puisse avoir déjà, lui, connaissance de la situation et évaluer si ou non le salarié doit bénéficier de cet accompagnement dans le cadre de la cellule psychosociale. En parallèle de cette cellule, une cellule également ergonomique, entre guillemets, a été créée. Donc, elle est constituée de 3 ergonomes et qui a pour objectif de vous accompagner, vous, entreprise, dans le cadre de la reprise d'activité. Beaucoup d'entre vous ont repris le 11 mai, certaines sont restées en activité. Mais l'idée de cette cellule, c'est de pouvoir justement vous aider à peut-être définir les flux au sein de votre structure du fait d'une reprise ou d'une réouverture de ligne pour justement mettre en place les bonnes techniques pour pouvoir limiter ces risques de contamination sur votre site et entre vos salariés. Ça peut être aussi pour vous aider à tout ce qui est la pérennisation du télétravail, parce que le télétravail a été mis en place très rapidement dans les entreprises, mais vous n'avez peut-être pas eu forcément le temps de vous organiser comme vous le souhaitez pour cadencer et organiser ce télétravail. Donc, ça peut être un accompagnement de ce type sur des modifications d'horaires, des gestions de flux ou de matériel, ou de l'accompagnement de personnes reconnues travailleurs handicapés en reprise d'activité. Les sujets peuvent être divers à partir du moment où ça concerne tout ce qui est accompagnement à de la reprise d'activité. Notre équipe d'ergonomes peut vous aider justement à vous accompagner dans cette démarche en termes d'organisation, de réorientation ou autre. Donc pareil, on est sur des demandes qui seront au préalable validées par le médecin du travail référent de la structure et il y aura bien sûr un lien qui sera fait avec le médecin du travail par rapport à ce qui sera travaillé avec l'entreprise. Et vous retrouvez l'adresse mail prévention où vous pourrez adresser vos demandes. Et également, une chose importante que également Edline a évoquée tout à l'heure par rapport aux personnes vulnérables, l'idée aussi, c'est d'accompagner à la reprise ces personnes vulnérables. Donc, de vous accompagner, vous, en tant qu'employeur, pour leur permettre un retour dans de bonnes conditions au sein de vos entreprises. Et également de vous aider à mettre en place et vous fournir des recommandations pour que cette reprise se passe dans des meilleures conditions. Bien sûr, il y aura toujours un lien qui sera présent avec le médecin qui pourra, par rapport à la pathologie ou aux caractéristiques de la personne pouvant être considérée comme personne vulnérable, un lien sera fait avec le médecin pour pouvoir ajuster au mieux nos recommandations et lui faire état des actions qui seront mises en place. Le tout étant, c'est de permettre le maintien en emploi de ces personnes vulnérables et surtout une reprise progressive de ces personnes dans l'activité professionnelle. En parallèle, donc, par rapport à la présentation, donc vous pouvez nous formuler vos demandes de conseil ou d'accompagnement à l'adresse prévention que vous retrouvez, donc prévention@apst41.fr, ou également retrouver les éléments que j'ai évoqués par rapport au livret et au guide d'activité qui sera présent sur notre site internet ou les informations qu'on relaye sur les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn ou Twitter, et sur le site wapst41.fr où vous retrouverez un bandeau spécifique sur l'aspect corona. Donc, comme évoqué tout à l'heure en préambule de notre webinaire, on est maintenant plus sur un temps d'échange.
L'idée, c'est que vous puissiez nous formaliser par écrit via l'outil Conversé vos questions et on sera, Monsieur Dr Lecointe, Edine et moi-même, prêts à répondre à vos questions avec plaisir. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est reprendre les questions qui ont déjà été posées pendant la présentation. Donc, on avait une question, pouvez-vous prendre en charge et traiter un cas potentiel de Covid-19 détecté dans l'entreprise, mais non grave, ou un cas de fièvre détecté au moment où le salarié pénètre dans l'établissement? Qui est apte à prescrire un test? Où ce test a-t-il lieu? Quelles tâches la PST peut-elle effectuer? Merci de nous éclairer sur ces sujets. Hors cas grave, car rien n'est clair. Peut-être que le docteur Lecointe, on peut, je ne sais Oui, pas, bonjour. Oui, en cas de suspicion de Covid en entreprise, il faut exfiltrer le salarié avec les mesures de précaution, le masque et tout. Et suivant l'état, il y a deux solutions, l'état de santé, où il est dans une situation éventuellement de détresse respiratoire, ce qui est très rare, mais ce qui peut arriver. Dans ce cas-là, on appelle le 15. Hein, ou alors, il a la fièvre, il a la toux, il a des maux de tête, il n'est pas bien. Et c'est le médecin traitant qu'on va appeler. C'est lui qui va gérer la gestion des salariés, la gestion de l'état de santé, et qui va faire les prescriptions pour les tests éventuellement, pour les tests éventuellement pour les cas contacts dans la famille. Après, nous, on verra éventuellement pour les tests. On n'a pas de notion encore pour l'instant pour les tests dans l'entreprise, mais ça sera quand le test du salarié sera confirmé positif aussi. Hein. Mais ce qui compte surtout, c'est de ne pas attendre toute une journée pour que le salarié s'en aille de l'entreprise. Il faut qu'il soit pris en main médicalement rapidement. L'idéal, c'est qu'il ne vienne pas dans l'entreprise s'il a de la fièvre, de la toux ou des problèmes respiratoires. Hein. Et c'est le médecin traitant qui s'en charge. Ensuite, il y avait êtes-vous habilité à faire des tests de dépistage? Quid d'un employé ayant une femme positive Covid et dont le médecin traitant ne veut pas faire l'ordonnance? Alors, pour l'instant, les tests déjà au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a une situation finalement où ça bouge tous les jours. Hein. Depuis 2 mois, on a appris énormément de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre et on peut très bien dire le contraire de ce qu'on a dit il y a 3 jours. Au jour d'aujourd'hui, les tests PCR qu'on fait dans le nez sont positifs, éventuellement, surtout au début, à partir du 5e, 6e jour, et ça pendant une semaine. Ils peuvent très bien être négatifs après. Donc, il y a beaucoup de faux négatifs. Donc, le fait d'avoir un test négatif n'exclut pas d'être porteur et contaminant, déjà. Donc, à partir de ce principe-là, les tests PCR sont faits actuellement qu'aux symptomatiques. Hein, et si c'est positif, après, le médecin traitant, lui, ordonne les cas contacts autour pour voir, avec la nouvelle brigade qui est mise en place, la brigade d'intervention, ils vont faire tous les cas contacts. Je pense aussi à l'entreprise. C'est en train de se mettre en place, c'est vraiment tout frais, ça. Mais le problème, c'est qu'avant, on n'avait pas assez de tests. Bon, là, maintenant, on a les tests. C'est en train de se mettre en place. Oui, peut-être juste pour dire pour les cas à contact en entreprise, qu'effectivement, ça sera peut-être mis en place en lien avec nos services, que voilà, pour le moment, c'est en Voilà. cours. Mais effectivement, il y aura bien, j'ai vu une question aussi sur le sujet, il y aura bien une recherche des cas contacts dans l'entreprise. Il y a Tout un à fait. contact tracing qui doit être effectué. Voilà. Le but étant de limiter la propagation du virus un Ça maximum. se fera après avec l'ARS. Et donc, on sera certainement amené à participer à ces recherches de cas contacts. Mais on attend les prérogatives de l'ARS actuellement. Ensuite, on avait, je vais mixer deux questions. Au sein de l'entreprise, l'information a été donnée, l'employeur était au courant également. Que peut-on faire de plus en tant que membre du CSE, car toujours difficile de faire appliquer les règles sanitaires aux salariés? Je n'ai pas compris la question. Pour être clair, je pense, hein, la personne peut-être reformulera, mais c'était que l'entreprise avait fait le nécessaire pour effectivement mettre en place toutes les mesures nécessaires, notamment les gestes barrières, et peut-être que les salariés ont du mal à les appliquer et à s'y tenir. Donc, Oui. que peut faire de plus un membre du CSE, si j'ai bien compris? Là, dans la situation où on a l'employeur a l'obligation de proposer les moyens de protection, mais aussi de les mettre en pratique. Il y a une obligation quand même du salarié à porter les masques, à respecter le règlement. On est comme les autres pays en général. Hein, il y a une obligation de part et d'autre. Donc, il
faut que tout le monde Après, respecte. bon, j'avais une autre question. Un salarié vulnérable doit-il reprendre le travail actuellement ou bien attendre que la situation soit améliorée? Alors là, c'est au cas par cas. On a, le 17 mars, le ministère de la Santé a sorti une liste officielle de personnes dites vulnérables. Bon, à l'époque, on n'était pas du tout préparé à ça, donc on les a confinés. Et puis là, maintenant, depuis, il y a eu le travail qui a été fait. Et les entreprises qui, par rapport à 2 mois, ne sont pas du tout dans la situation. Ils ont tout prévu. Il y a la distance, il y a le lavage des mains, il y a les hydroalcooliques, il y a les masques, il y a tout. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a 2 mois. Donc, on peut très bien imaginer qu'une personne à risque revienne travailler. Elle n'a pas plus de risques. Quand on dit à risque, c'est qu'elle a des risques de complications par rapport à une personne lambda. Elle a plus de risques d'avoir des complications graves. Mais elle n'a pas plus de risque de contamination. Le risque de contamination, il est le même pour tous les salariés. Donc, si l'entreprise a mis en place tous les moyens de prévention, le plan de reprise d'activité, et que ça nous paraît convenable, le salarié à risque peut éventuellement reprendre son activité comme les autres salariés. Ce n'est pas une obligation. Ça dépendra de chaque contexte. La promiscuité du travail fait que si on ne peut pas respecter la distanciation, là, on va avoir beaucoup plus de risques. Donc là, ça peut jouer dans notre décision. On avait aussi le même type de question. Avez-vous une idée de quand nous pourrons reprendre les salariés vulnérables en isolement chez eux? Alors, là, la levée, de toute façon, du confinement pour ces salariés-là, elle sera levée, ça sera levé par décret. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de date. Néanmoins, il y a des salariés qui souhaitent reprendre malgré Il leur y en a même qui n'ont pas arrêté. Il y en a même qui ne sont pas exfiltrés, qui continuent de travailler depuis 2 mois avec les moyens de protection. Donc, quels sont les critères pour déterminer une personne vulnérable? Il y a une liste officielle, les maladies cardiovasculaires reconnues à 100%, les maladies respiratoires aussi, pareil, reconnues à 100%, certaines maladies respiratoires, le diabète compliqué, insulino-dépendant ou sous traitement, mais compliqué. La surcharge pondérale, au début, ils avaient dit IMC à 40, là, ils ont fait une deuxième mouture à IMC à 30. 30, ouais. Par contre, là, très faible, enfin très faible, ils sont quand même en surcharge, mais ça veut dire que ça concerne énormément de monde. Si on est, voilà. Mais bon, il y a des critères dans lesquels ils peuvent rentrer directement dedans. Après, ça reste à l'appréciation du médecin traitant et de nous, éventuellement, pour faire un certificat d'isolement. Donc, on avait aussi une question précise. Nous avons un apprenti qui nous a informé qu'il avait eu 2 pneumonies. Il a consulté son médecin qui a dit qu'il n'était pas à risque. Comment peut-on le faire revenir dans l'entreprise sans risque pour sa santé? Et bien là, c'est très simple. C'est en prenant les mêmes précautions que pour tous les autres, la distanciation, le masque, le gel hydroalcoolique, les mêmes conditions que les autres. Il n'a pas plus de risque de contamination, il a des risques de complications éventuellement. Donc, si on fait la même chose pour tous les salariés, il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a pas de problème si on respecte bien les conditions de sécurité. Ensuite, on avait une question sur le port du masque. Est-ce que le port du masque est systématique dès lors que la personne est en contact avec les produits alimentaires? Dans l'agroalimentaire, de toute façon, on a le masque, les industries agroalimentaires que j'ai ont le port de masque. Donc, je ne vois pas trop le masque. Le masque, il a deux avantages. Les postillons, on va éviter de contaminer les autres en mettant le masque. Je parle des masques chirurgicaux classiques. Et puis, la deuxième chose, c'est que si vous travaillez sur des pièces qui vont aller d'opérateur en opérateur, il suffit qu'un opérateur qui soit contaminant, le virus est sur les pièces, donc malgré que vous lavez les mains régulièrement, au moins une fois par heure, quand vous touchez la pièce, vous avez le réflexe plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure même, de mettre la main au menton, au nez, à la bouche. Donc si vous avez un masque, ça vous protège de la contamination manu-buccale. Et ça, c'est très, très important. Une question ensuite sur le document unique. Il n'y a qu'une salariée dans notre association. Devons-nous mettre à jour le document unique en imaginant qu'il pourra y avoir des embauches ou de l'accueil de stagiaires ou de services civiques?
Comme on l'a évoqué tout à l'heure, à partir du moment où vous avez un salarié, donc le document unique est obligatoire et cette mise à jour est effectivement nécessaire pour cette salariée pour identifier les situations où elle pourrait être amenée à être en contact ou si elle fait de l'accueil du public ou autre, avec des personnes ou en lien avec les mesures que vous avez pu mettre en place en interne pour faire en sorte de limiter ce risque de transmission du Covid-19. Ensuite, il y a une question sur du coup les référents Covid. Doit-on avoir un référent Covid dans l'entreprise? C'est toujours intéressant d'avoir, je pense, des relais en interne sur cette thématique. En lien avec la question qu'on a eue sur les membres du CSE, ça peut être des personnes relais qui puissent aussi rappeler aux salariés les gestes barrières ou les consignes qui ont pu être mises en place dans les structures. Et dans le cadre de rédaction d'un plan de continuité d'activité, ce référent Covid pourra avoir un rôle à jouer justement par rapport aux mesures qui pourraient être mises en place spécifiquement en lien avec cette thématique. Une question sur les sauveteurs secouristes du travail. Quelles recommandations pour les SST face à un cas de suspicion? Donc, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Le docteur Lecointe a indiqué effectivement qu'il fallait appliquer les gestes barrières et mettre les protections nécessaires, isoler la personne qui était effectivement Il y a suspectée d'avoir le virus. il y a un protocole de toute façon qui est sorti officiel, donc ça Oui. c'est facile à Et, obtenir. et nous aussi, il va y avoir, enfin voilà, il y a un protocole qui a été fait et qui va être disponible aussi sur notre site internet. Ah oui, ça résonne. Nous avons des salariés qui ont 70 ans dans l'entreprise. Faut-il une autorisation du médecin pour les faire travailler? Euh, pas plus que les autres salariés. À mon avis, ils doivent être protégés comme les autres, hein, toujours le même principe. Hein, la protection, c'est pour tous les salariés. Bon, on fera peut-être plus attention s'ils ont vraiment un poste très particulier, plus exposé, mais de toute façon, on peut répondre au cas par cas aussi. S'il y a des soucis particuliers, on est là, il faut garder le bon sens. Mais les personnes qui se sentent vulnérables ont la possibilité de se déclarer et de ne pas être exposées à l'entreprise. Donc, je pense qu'au cas par cas, l'employeur peut nous demander notre avis, mais il faut que ça reste vraiment argumenté pour telle ou telle problématique, parce qu'on ne pourra pas le faire pour tout le monde. Hein. Mais sinon, si on a dans l'entreprise bien mis des mesures barrières, il n'a pas plus de risque dans l'entreprise que si c'est bien fait que d'aller au supermarché. Hein. Le monsieur de 70 ans, on ne va pas l'empêcher d'aller faire ses courses. C'est pareil. Ensuite, une question concernant un employé qui ne se sentant pas bien et étant resté à son poste durant sa journée de travail. Quelle obligation à l'employeur vis-à-vis de celui-ci? Alors, dans les structures où il y a une infirmière, c'est plus simple. Après, s'il ne se sent pas bien, bon, Fièvre, tout, de toute façon, c'est retour, enfin oui, isolement et retour. je pense qu'on n'est pas dans une situation habituelle. Donc là, il ne faut pas prendre de risque. Il n'est pas bien, il a mal à la tête, et ce ne sera pas vraiment de la fièvre ou de la toux. Ça peut être un début de Covid, donc dans le doute, il rentre chez lui, on le raccompagne, et puis il appelle son médecin, il très bon, et puis si ça va bien, s'il est traité, mais on ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque pour la collectivité. Et là, on sera dans un mode un peu off par rapport à l'habitude. Hein, c'est sûr, on sera plus vigilant. Donc, une question pour savoir si le médecin doit valider le retour des salariés en entreprise. Alors, je suppose que c'est les salariés qui sont vulnérables. Est-ce qu'il y a une validation obligatoire du médecin? Euh, administrativement, en vérité, non, puisque ils ont été arrêtés par Amélie et donc ils sont au chômage partiel. Après, ils reprennent et donc il n'y a pas d'obligation de visite de reprise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, Evelyne, vous m'arrêtez si je me trompe. Mais, Oui. donc, pas de. Après, il peut y avoir des cas où c'est le salarié lui-même qui se pose la question de savoir si c'est raisonnable ou pas. Mais nous, quand on l'aura en entretien, et connaissant ce qui a été fait en entreprise, on pourra dire oui, vous pouvez reprendre, il n'y a pas de problème, tout est bien fait dans l'entreprise. Ou au contraire, bon, là, il faut mieux que vous restiez chez vous. Et on pourra faire un certificat d'isolement à ce moment-là.
Donc ensuite, la visière suffit-elle seule? Combien de temps la garder avant de la désinfecter? On rentre dans les détails là. Alors, les préconisations actuelles, hein, je suis prudent, c'est de nettoyage tous les jours de la visière, désinfection tous les jours. Bon, ça peut être plus, mais au moins une fois par jour. Après, est-ce que ça protège aussi bien qu'un masque? Ça protège des postillons des deux côtés, mais si vous êtes dans l'air ambiant, avec quelqu'un à 1 mètre de vous en permanence, dans l'espace confiné, eh ben, on peut imaginer que c'est un petit peu volatile, ces petites bêtes-là. Donc, j'aurais tendance à dire que si on puisse supporter le masque et la visière, c'est mieux. Mais bon, après, le masque, c'est pas toujours facile pendant plusieurs heures. La visière, c'est pas toujours évident qu'on a un travail à faire et regarder sur les côtés. Ben, bon, c'est pas toujours facile. Les EPI, c'est pas toujours facile. Là, l'idéal, c'est quand même de mettre les deux, si c'est possible. Alors ensuite, une question toujours sur les personnes vulnérables concernant la liste en fait, que l'entreprise nous a communiquée. La personne indique qu'effectivement, ils vont être contactés, les salariés concernés vont être contactés par nos infirmières. L'employeur aura-t-il un retour de la PST sur ces personnes? Alors, non, on a mis en place volontairement, on s'est dit, on va essayer de traiter les situations avant la reprise. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a demandé aux entreprises de nous donner la liste des salariés qui étaient en arrêt et qui sont encore en arrêt. Tout ça pour dépister ceux qui seraient éventuellement Covid ou suspect Covid, hein, mais qui pourraient être contaminants en revenant trop tôt. Donc le but, c'était de rechercher par l'interrogatoire des infirmières qui les appelaient, ceux qui étaient éventuellement contaminants, des études qui montrent que c'est plutôt 21 jours, ça peut même des fois aller jusqu'à 37 jours. Donc, si on a quelqu'un qui a arrêté 14 jours, puis qu'au 13e jour, il tousse encore, il a de la fièvre et tout, on va le prolonger. On va demander au médecin de le prolonger. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois la semaine dernière. Tout ça pour éviter qu'il fasse la deuxième vague dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on avait demandé à les voir pendant l'arrêt et aussi pour que les personnes vulnérables, éventuellement, on estime ou pas leur risque à revenir au cas par cas. Mais vous n'aurez pas de courrier systématique. Une question, qu'appelle-t-on cas contact? C'est vraiment une question de spécialiste parce que le contact, en réalité, on devrait formuler la question à partir de combien de temps on considère qu'il y a un contact, de quelle distance. C'est bon, les cas contacts, souvent, c'est la famille, les collaborateurs proches. Mais je pense que d'ici quelques temps, on en fera beaucoup plus. Quand on aura fait des études là, avec les brigades contact, on en fera beaucoup plus sur les modes de transmission et le petit contact, enfin, à partir de quand on est vraiment en contact et contaminé, on sera peut-être surpris de certaines distances. Qui, 1 mètre, c'est court. Il y en a qui parlent de 5-6 mètres en éternuant. Des études qui ont montré qu'on expulsait à 300 km/h en éternuant fort, et donc on pouvait projeter à 6 mètres de microbes. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais on verra. Ensuite, une question pour savoir si effectivement les personnes vulnérables doivent passer une visite de reprise préalablement à leur reprise du travail. On y a répondu tout à l'heure, non, ces personnes-là, elles n'ont pas été malades. Donc effectivement, elles font partie de la liste des personnes qui sont contactées par nos services et par une infirmière afin d'assurer une régulation médicale et de réorienter vers le médecin du travail si c'est nécessaire la personne. Mais effectivement, ça ne sera pas systématique. La réorientation ne sera pas systématique. Un salarié peut-il exercer son droit de retrait si les mesures de prévention du Covid-19 ne sont pas mises en place dans l'entreprise? Oui. Oui, oui, tout à fait. Le droit de retrait, c'est que chaque fois qu'il y a une situation qui peut être dangereuse pour le salarié, parce qu'on n'a pas pris les moyens de prévention nécessaires, c'est effectivement, on a vu le cas d'ailleurs dans la presse plusieurs fois, bon, c'est possible. L'entreprise peut-elle appliquer des sanctions à un salarié s'il ne respecte pas les gestes barrières malgré un avertissement oral? Là, moi, à mon avis, on est dans le respect du port des EPI, donc ça peut aller jusqu'à des sanctions, effectivement. Si l'employeur estime qu'il faut mettre des chaussures de sécurité parce que c'est dangereux,
le salarié qui ne met pas s'expose à des sanctions. Ben là, c'est pareil. Et en plus, c'est pour le protéger et pour protéger les autres en plus. Donc là, je pense que doublement, oui. Une question aussi sur la liste donc des salariés toujours vulnérables ou personnes contaminantes. Il est effectivement toujours temps de nous transmettre cette liste si ça n'a pas été fait par l'entreprise. Une question sur la prise de température quotidienne des salariés est-elle autorisée? Alors, il y a plusieurs versants. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est le risque de contamination en mettant quelqu'un à l'entrée de l'entreprise et qui prend la température à tout le monde. Si jamais cette personne est contaminante, jackpot. Voilà, le contact permanent avec tout le monde, donc c'est pas. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il y a la notion de données individuelles, on va dire. Bon, c'est là que ça gêne un petit peu. Moi, je pense qu'il faut vraiment que les salariés soient responsabilisés et que s'ils ont la température, ils ne viennent pas. Ce n'est pas une fois dans l'entreprise que c'est déjà un peu tard. Hein. Alors, vous pouvez prendre la température le matin qui soit à 37 à l'arrivée et puis qu'il nous fasse appliquer à 39 à 11 heures. Donc, bon, moi, je dirais, la température, dans les conseils qu'on avait fait quand on a fait le petit formulaire « Et vous pensez à » pour les plans de reprise d'activité, on avait évoqué ce problème-là, on dit qu'on n'était pas très chaud, à moins de le faire sur un portique automatique. Et il existe des capteurs infrarouges maintenant, j'ai vu des trucs qui sont quand même très bien, pour les plus grosses boîtes, je pense. Bon, là, c'est très bien, ça se fait automatiquement, bon, pourquoi pas. Mais sinon, le contact physique d'une personne, notamment, souvent c'est l'infirmière ou l'assisté, ben lui, si jamais il est contaminant, c'est quand même embêtant. On évite ça. Ensuite, une question pour savoir si un salarié peut exercer son droit de retrait même si les protocoles sont mis en place. Il peut toujours l'exercer, mais après, faut-il qu'il soit validé? Il justifie. Oui. Après, il faut qu'il le justifie. Hein, voilà. ça, Donc, effectivement, le salarié peut toujours exercer son droit de retrait, mais après, derrière, ça ne sera pas forcément justifié. Et si ce n'est pas justifié, derrière, il y a un juge après. son activité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, j'arrive à la fin de la liste. En tout cas, si vous avez d'autres questions ou autres, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas. Ah, une dernière. Nous avons interdit l'accès aux distributeurs de boissons pour éviter le rassemblement et la contamination. Certains salariés veulent qu'on le réouvre. Quel protocole mettre en place? Est-ce que vous nous conseillez d'ouvrir les zones boissons? Alors moi, je dirais non. Il faut enlever tous les points de rassemblement dans l'entreprise. Les distributeurs de boissons, la badgeuse si c'est possible, si ça entraîne un ralentissement, les vestiaires, il faut vraiment diminuer, il faut fluidifier pour pas qu'ils se croisent, pas qu'ils se rencontrent. Hein, il faut vraiment modifier notre mode de fonctionnement habituel. Et l'urgence, ce n'est pas d'aller boire le café et discuter avec le collaborateur, c'est de ne pas se transmettre les microbes. Ensuite, nous avons des salariés en arrêt classique sur la période de confinement. Devons-nous leur faire passer la visite de reprise s'il y a eu un arrêt supérieur à 30 jours? Oui. Ensuite, suite à l'appel de l'infirmière du travail, un salarié à risque, a-t-on un retour en tant qu'employeur? On y a déjà répondu à cette question et pas forcément. Ça va dépendre de la situation. Alors, nos infirmières font du phoning, hein, ils font énormément d'appels et honnêtement, on ne peut pas rajouter un courrier à chaque fois. Elle dépiste au maximum les gens qu'il faut qu'on voit nous après, qu'on a un entretien. Et donc, c'est un premier filtre et donc il n'y a pas de… À ce niveau-là, il n'y aura pas de courrier. Au deuxième filtre, au niveau du médecin, il peut y avoir un courrier, mais pour le médecin traitant éventuellement, ou un certificat d'isolement. Enfin, là, il peut y avoir une information ou au contraire le courrier comme quoi on pense qu'il pourra revenir à telle date dans telles conditions. Là, il peut y avoir éventuellement du courrier, plus, beaucoup plus, mais par contre, les infirmières, non, elles ne peuvent pas. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va… C'est une question sur les lingettes. Oui, bien sûr, il faut nettoyer avec des… Alors, justement, faites attention dans les lingettes, regardez bien au dos. Il y a un tableau sur les boîtes de lingettes où c'est marqué le caractère virucide ou non et surtout coronarocide, virucide. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité à certains virus et c'est testé pour les lingettes et il y a un temps derrière. Souvent, c'est 1 minute.
Hein. Il faut que ça soit bien coronaro-virucide et en même temps qu'il y ait un temps. Et le temps détermine le temps d'action. C'est-à-dire que vous nettoyez une poignée avec la lingette, il ne faut surtout pas l'essuyer après. Il faut attendre 1 minute, si c'est marqué 1 minute, pour qu'on considère qu'il n'y ait plus aucun microbe dessus. Donc, il ne faut pas le nettoyer avant et surtout vérifier parce qu'on voit des produits qui traînent qui ne sont pas virucides. Et les gens nettoient tout, ils s'aperçoivent après quand ils regardent que ce n'est pas un produit virucide. Donc, il faut bien vérifier ça. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre participation à ce webinaire et à vos différentes questions donc, qui ont permis, je pense, de pouvoir compléter nos différents propos. De toute manière, nous, on est toujours joignable si vous avez la moindre question en lien avec les éléments qu'on a pu évoquer aujourd'hui ou sur d'autres. Hein. Nos équipes sont à votre disposition. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On espère que cette présentation vous aura donné quand même certaines réponses. Et puis, vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre site en replay. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours si vous souhaitez avoir des éléments supplémentaires. Merci à tout le monde. Et donc, on vous dit peut-être à bientôt sur un autre webinaire. Bon courage à vous tous. Bonne Merci journée à à tout tout le le monde. monde. Bon courage. Au revoir. Au revoir.